Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Haut Périscope, un numéro consacré au leadership pédagogique. Cette émission est enregistrée dans le cadre du colloque international Enjeux et défis du leadership pédagogique et scolaire au XXIe siècle, qui s'est tenu récemment à l'IH2EF du 11 au 14 décembre 2023. Alors vous le savez, vous pouvez nous rejoindre, nous suivre et vous aurez la possibilité de réagir sur la plateforme X via le hashtag #HautPériscope. Sans plus attendre, je vais présenter nos intervenants, en commençant par Madame Wexler, Frédérique Wexler. Vous êtes inspectrice générale de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. France Gravel, vous venez du Québec, professeur, chercheur, titulaire en gestion de l'éducation et nouvelle gouvernance à l'Université de Québec à Montréal. Bruno Munichetti. Bonjour, chef d'établissement, expert associé à l'Institut. Vous êtes affecté dans l'Académie de Reims et Monsieur Lemoine, Patrice Lemoine, bonjour. Vous êtes directeur académique des services de l'éducation nationale. Tout de suite, je vous propose de commencer par notre première partie, consacrée donc aux enjeux du leadership pédagogique et peut-être en vous interpellant pour commencer, Madame Wexler, avec une première question. Question innocente, est-ce que le leadership est un objet de travail pour l'inspection générale ? Question très innocente, voire impertinente, effectivement. Quand j'ai été sollicitée pour ce colloque, pour intervenir, puisque je préside également une séance cet après-midi, je me suis forcément plongée dans les rapports de l'inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche pour voir comment on traitait cette question du leadership. Essayer de comprendre cette nuance entre pédagogique et scolaire, d'ailleurs, puisque vous savez qu'à l'inspection générale, nous sommes assez attachés à la définition précise des termes, à l'analyse. C'est finalement, un des aspects de notre travail. Et je me suis aperçue que nous traitons souvent des questions qui sont abordées dans ce colloque, qui sont présentées d'ailleurs avec les ressources de façon très intéressante, mais nous le définissons par ses caractéristiques, les effets, et en entrant plutôt par les termes de gouvernance, de pilotage, un rapport récent sur gouvernance, pilotage des écoles, un autre sur les mécanismes de concertation. J'ai moi-même j'ai été co-autrice d'un rapport qui n'a pas été publié sur la gouvernance et le pilotage pendant la crise Covid. Donc oui, nous abordons cette question, mais nous utilisons fort peu le terme leadership. Lorsqu'il est utilisé, c'est lorsque nous citons des acteurs de terrain, qui eux-mêmes, par exemple, des chefs d'établissement, des inspecteurs, des recteurs, vont utiliser ce terme pour parler, par exemple, de compétences relationnelles, souvent un peu charismatiques, ces compétences permettant de surmonter des crises, de fédérer. Donc, on est sur une définition un peu large qui a l'air connue des uns et des autres, mais qui n'est précisé en tous les cas dans aucun de nos rapports. Donc ça, c'était le premier point. J'ai deux hypothèses à ce propos. La première que j'ai vérifiée auprès d'un collègue qui préside la commission d'enrichissement de la langue française, c'est que le terme leadership n'est pas validé par l'Académie française. On a le terme leader. Depuis la 8e édition du dictionnaire, nous en sommes à la 9e. Donc leader, qui a en plus une connotation, la définition qui est donnée, c'est meneur, chef. Donc finalement, on reste dans quelque chose d'assez conventionnel dans la vision, qui n'est pas celle qu'on utilise dans ce colloque ou qu'on utilise justement dans les évolutions du leadership. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, c'est que on n'a pas non plus une définition, une doxa sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai dû intervenir à l'IH2EF pour l'inspection générale auprès des inspecteurs il y a quelques années. Et nous étions plusieurs inspecteurs, puisque c'est sur des ateliers. Et on avait comme commande le leadership. Alors j'ai même un doute, vous voyez, éducatif ou pédagogique. Et on avait une très longue discussion entre nous pour nous assurer d'une forme d'harmonisation sur le terme. Et finalement, nous étions convenus qu'il n'y avait pas de doxa et qu'on pouvait être assez libre et travailler avec les stagiaires présents plutôt sur finalement le contenu. Chaque fois, on définit le leadership soit parce qu'il est, soit parce qu'il n'est pas, par des qualificatifs et par des actions. Donc ça me paraît intéressant. J'ai oublié de préciser que la commission d'enrichissement de la langue française retient le terme primauté pour leadership, ce qui donne cette idée quand même de primauté, de prépondérance,
qui n'est pas non plus complètement congruente avec l'ensemble du champ sur lequel on travaille dans le leadership. En tous les cas, donc pour répondre à cette question effectivement innocente, oui, nous travaillons beaucoup sur des sujets qui ont à voir avec le leadership, qui croisent les problématiques de ce colloque, et donc c'est absolument passionnant. Et sans doute que le mot leadership permet finalement de ne pas être prisonnier d'une définition ou de connotation que portent plus les termes de pilotage et de management. C'est d'ailleurs un exercice qu'ont fait les participants hier, d'essayer de se repérer entre pilotage, management et leadership. En revanche, c'est vrai qu'on analyse vraiment beaucoup à l'IG en quoi la coopération, les modes de collaboration ont des effets, non seulement sur les organisations, mais sur les climats des établissements et sur, bien sûr, les résultats des élèves. Puisque nous nous autorisons à être un peu impertinents, je dirais par exemple, est-ce que les modalités de pilotage, de gouvernance, de leadership ont des effets sur les résultats de PISA? Et si oui, ça veut dire que la France a sans doute encore beaucoup de travail dans ce domaine-là. Si on comprend par votre discours qu'il y a une question sémantique en cours de résolution, en cours d'alignement, on pourrait dire ça comme ça, et une nuance assez claire que vous faites entre le charisme personnel du leader attaché à la personne et des compétences plus transversales qu'il pourrait développer, que vous avez citées, comme les compétences relationnelles, surmonter des crises ou fédérer. En quoi constitue-t-il ce leadership pédagogique et scolaire un levier pour répondre aux enjeux du système éducatif, Madame Wexler? Oui, alors je vous rejoins totalement. La question centrale et qui peut être liée au dernier point que j'abordais sur PISA, parce que je prenais cette entrée puisqu'elle est d'actualité, c'est est-ce que cette question du leadership que nous nous posons dans ce colloque correspond à une nouvelle façon de faire vivre le collectif qui va permettre effectivement d'obtenir de meilleurs résultats au sens, quand je dis résultats, c'est pas seulement résultats des évaluations CP 6e ou meilleurs résultats au baccalauréat, c'est vraiment aussi bien le bien-être de l'ensemble de la communauté éducative, la réduction des inégalités qui est quand même la question centrale dans le système français. Donc finalement, est-ce que travailler sur cette question du leadership dans un comportement éthique respectueux permet, par le partage de valeurs communes, de faire évoluer positivement l'ensemble du système éducatif et puis chaque unité après en général. Je relève cependant une forme de paradoxe, et pour le moment, et je compte beaucoup aussi sur le colloque et les échanges avec les uns et les autres pour l'approfondir, parce qu'il est en même temps fécond, c'est qu'en fait, dans la notion de leadership, il y a quand même une forme de personnalisation. Le leader, il est personnalisé. Et en même temps, on veut développer cette idée de collaboration et de coopération. Pour aller au bout de ma pensée un petit peu provocatrice, est-ce qu'on a besoin d'un chef pour coopérer? C'est-à-dire, c'est vraiment cette dimension-là qui me semble devoir être clarifiée parce qu'elle entraîne au niveau implicite beaucoup peut-être de réserves. Et c'est pas parce qu'on va changer le mot, parce qu'on va passer de pilote à manager et à leader ou leadership, qu'on va lever cet implicite, qui est au fond celui qui est compliqué dans notre système, parce qu'on a une vision du travail entre pairs, notamment au niveau des enseignants. On retrouve cette idée de travail entre pairs d'ailleurs à l'inspection générale. Et en même temps, on a cette idée d'une nécessité d'impulsion, d'un certain nombre de compétences qui permettent de fédérer autour d'un projet commun et d'atteindre des objectifs. Et donc, c'est sans doute dans à la fois la clarification. Alors, quand je dis la clarification, c'est pas gravé dans le marbre. On a sans doute à la fois besoin de clarifier et en même temps de laisser ouverts les possibles. Et c'est sans doute ce que permet ce thème et cette réflexion commune autour du leadership. Merci beaucoup, Madame Wexler. Je vais m'adresser maintenant à France Gravel, en vous remerciant à nouveau d'abord d'avoir participé à ce colloque et d'être présente avec nous aujourd'hui. Vous avez une activité peut-être plus centrée sur le leadership pédago-numérique. Depuis quand vous intéressez-vous à ce leadership-là ?
Je m'intéresse au leadership pédago-numérique depuis 2018 parce qu'étant donné que je suis une ancienne chef d'établissement et qu'on m'a reconnue dans ma carrière professionnelle cette expertise de la gestion de l'implantation du numérique dans les établissements que j'ai dirigés, alors le ministère de l'Éducation du Québec m'a demandé de collaborer avec eux. Donc, j'ai eu la chance de mener 2 recherches pour eux pour identifier les stratégies de gestion ainsi que les modèles mis de l'avant par les chefs d'établissement et les personnels de direction qui ont mis en place le numérique. Également, aujourd'hui, je vais avoir la chance de présenter les résultats de 2 recherches. Donc, une première recherche a été menée en 2018, une deuxième en 2021, pour avoir la chance de développer une formation autoportante qui s'intitule « Gestion et leadership pédago-numérique ». Et cette formation-là est offerte à l'ensemble des personnels de direction des chefs d'établissement du Québec, mais maintenant, elle a été transposée dans d'autres pays. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la gestion de l'implantation du numérique et qui ont accès gratuitement à cette formation-là. Donc, des collègues français, il y en a beaucoup, des collègues africains, des collègues de la Belgique, de la Suisse. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette formation-là parce qu'elle permet de développer un plan d'action pour favoriser l'implantation du numérique dans les établissements d'enseignement. Avez-vous des expériences précises sur ces expérimentations à partager avec nous sur ces deux expérimentations que vous suivez depuis 2018 et 2021? Oui, je vais commencer par une expérience personnelle que j'ai vécue en tant que chef d'établissement en 2010. Lorsque j'étais en transition pour devenir chef d'établissement au niveau collégial, mon cadeau de revoir a été pour l'école primaire que je dirigeais à l'époque. J'ai informatisé, donc ça veut dire que les classes de 6e année, il n'y avait plus aucun papier. Alors, c'était seulement des iPads et comme cadeau pour l'ensemble de l'équipe école, donc des enseignants et enseignantes, je leur ai offert un iPad et aussi dans chaque salle de classe, il y avait des projecteurs. Donc, les tout-petits, au lieu de visiter sur papier ou dans un livre, par exemple le musée du Louvre, pouvaient aller visualiser une capsule vidéo. Donc, pour moi, c'était mon cadeau. Et à ma grande surprise, par contre, lorsque je suis arrivée au niveau collégial, je suis passée d'un établissement d'enseignement qui était hyper numérique à revenir en arrière avec juste du papier. Ça a été un choc. Parce que pour moi, dans ma tête, je me disais, peu importe l'établissement d'enseignement qu'on dirige, on devrait être au même niveau. Mais non, c'est pas la réalité. Malheureusement, c'est pas encore la réalité au Québec ou encore dans d'autres pays. Ça dépend toujours des établissements d'enseignement. Et selon vous, quels sont les obstacles que vous avez pu identifier qui freinent justement cette mise à disposition pédago-numérique? Souvent, c'est la peur du changement. Aussi, le manque de connaissances et de compétences dans l'utilisation des outils numériques. Et bien entendu, dépendamment des cultures des établissements d'enseignement. Hein, on sait qu'on peut avoir des équipes qui vont être plus ouvertes, qui vont vouloir essayer de nouveaux défis ou encore mettre en place de nouvelles pratiques pédagogiques. Alors, ça peut freiner. Et justement, cet après-midi, je vais en parler plus en détail. Merci beaucoup. Vous avez, comme nous tous, suivi également, en tout cas, la période de pandémie. Et peut-être de nombreuses recherches ont déjà été publiées sur ce champ-là et sur les aspects scolaires et pédagogiques. Sur ce point précis, peut-être vous auriez à relever quelques points positifs, comme on l'a fait également en France? Oui. Écoutez, j'ai eu la chance de vivre la fermeture des écoles en même temps que vous ici en France, parce que j'étais en France en mission avec les collègues français, et on a eu juste le temps de retourner au Québec. Et le jeudi, donc on sait qu'il y a eu la fermeture, si je me souviens bien, c'était le 16 mars, parce qu'on devait faire le lancement officiel du rapport de recherche, le 2e rapport que j'ai mené le jeudi. Et j'ai dit, non, c'est parce que la phase 0, elle n'existe plus. Donc, déjà là, tout le monde a dû se mobiliser pour être capable, ensemble, d'offrir encore des services aux élèves. Alors, ce qui a été la beauté de la chose, c'est que les gens étaient presque au même niveau. Alors, on a dû collaborer, que ce soit au Québec, que ce soit en France, pour assurer les services aux élèves. Disons que ça n'a pas été parfait. Par contre, pour moi, ma perception, c'est que ça a permis un très grand pas au niveau de l'évolution, au niveau du numérique et le développement du leadership pédago-numérique parce que les chefs d'établissement n'ont pas eu le choix de développer cette nouvelle compétence. Ça a été un peu plus difficile, mais
On était tous au même point, peu importe le continent. Merci beaucoup. Une dernière question, mais votre rêve, vos aspirations sur cette question-là, ce serait quoi Personnellement, c'est qu'on arrête de percevoir le numérique comme étant une bibite ou encore que ce soit menaçant. Au contraire, moi, je pense que pour avoir et exercer un leadership pédagogique, efficient, de nos jours, on doit y ajouter le numérique. Donc, de là, le leadership pédago-numérique. Merci beaucoup, Madame Gravel, pour votre intervention. Avant de débuter une table ronde avec l'ensemble des intervenants, je vous propose d'écouter notre temps juridique assuré par Raphaël Matta-Duvigneau. Ces questions embarquent des questions réglementaires, des questions juridiques, et Raphaël Matta-Duvigneau nous éclaire sur quelques-uns de ses points de vue. Je fais ce que je veux, je bénéficie de la liberté pédagogique. Avec un léger esprit de provocation, voici ce qu'on entend régulièrement de la part des enseignants du secondaire, qui justifient par là leur pratique pédagogique et leur positionnement face à l'autorité hiérarchique, voire face aux parents d'élèves. Mais en réalité, qu'est-ce que la liberté pédagogique ? Attention, il ne faut pas la confondre avec la liberté académique des enseignants-chercheurs du supérieur. L'article L 912-1-1 du Code de l'éducation dispose que, je cite, « La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'Éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. Le conseil pédagogique ne peut porter atteinte à cette liberté. » Fin de citation. Bien qu'il n'existe pas de définition de valeur législative, la liberté pédagogique pourrait s'entendre comme la possibilité pour un enseignant de choisir librement les méthodes, moyens et pratiques dont l'objet est d'assurer l'acquisition par les élèves d'un contenu fixé par les programmes nationaux. Elle garantit l'autonomie des enseignants relativement au choix pédagogique face à leur hiérarchie et aux parents d'élèves, dans la limite du respect des programmes et directives nationales et des choix pédagogiques des établissements scolaires. En vérité, la liberté pédagogique est faiblement traitée dans le droit. Le Code de l'éducation est avare même en référence. Seuls 2 articles la mentionnent expressément. D'abord, l'article L 912-1-1 précité, introduit par la loi du 23 avril 2005. Ensuite, l'article L 441-2, disposant que les dossiers de déclaration d'ouverture d'un établissement privé doivent mentionner, entre autres, les modalités du respect de la liberté pédagogique. Le législateur garantit donc la liberté pédagogique tant aux enseignants du public qu'à ceux du privé. Mais avant toute reconnaissance textuelle, le juge administratif s'était prononcé, dans de rares cas et de façon peu favorable aux enseignants, sur cette liberté. Un arrêt du Conseil d'État de 2002 précise par exemple qu'un syndicat requérant ne saurait utilement invoquer la liberté pédagogique des maîtres afin de contester la capacité du ministre à fixer la rentrée des enseignants à une date distincte de celle des élèves. Sans jamais trouver dans la jurisprudence une définition positive de la liberté pédagogique, même après l'introduction de celle-ci dans le Code, certains arrêts posent tout de même des éléments. Le juge administratif a ainsi considéré que les enseignants sont libres d'utiliser le fond d'un document pédagogique fourni par le Centre national de documentation à leur gré et au moment qu'ils choisissent. Il a aussi estimé que la liberté pédagogique n'a trait qu'aux conditions dans lesquelles les personnels enseignants préparent et délivrent leur enseignement aux classes qui leur sont confiées. Autrement dit, il affirme, le juge, que la liberté pédagogique ne porte pas sur la substance de l'enseignement, mais bien sur la manière dont celui-ci est dispensé et qu'elle ne joue que dans le cadre de la relation entre enseignant et la classe dont il a la charge. Par ailleurs, cette liberté est caractérisée par de nombreuses limites. La liberté pédagogique reconnue aux enseignants s'exerce dans le respect des obligations des fonctionnaires prévues au Code général de la fonction publique. En témoigne ainsi le principe d'obéissance aux instructions du supérieur hiérarchique qui se retrouve dans l'article L 912-1-1 précité. Par exemple, de nombreux enseignants opposent la liberté pédagogique au devoir d'obéissance. Mais si effectivement le maître est libre des méthodes par lesquelles il organise la transmission du savoir et pense atteindre les objectifs qui lui sont assignés par les instructions officielles, il ne peut, justement, s'affranchir d'appliquer la politique éducative définie par le ministre, puis mise en œuvre aux échelons territoriaux.
C'est ce qu'a rappelé une cour administrative d'appel suite au mouvement des désobéisseurs, qui étaient des professeurs d'école qui refusaient d'appliquer les programmes de 2008 dans l'enseignement primaire et qui s'abstenaient de mettre en place les activités pédagogiques complémentaires prévues dans leur service d'enseignement. De même, en 2014, une cour d'appel estime que l'administration peut sanctionner un enseignant qui refuse de prendre en considération les remarques récurrentes des inspecteurs et de faire évoluer sa pratique, ou qui ne respecte pas les programmes scolaires. Il en va de même, en 2015, d'une enseignante qui n'a pas entendu modifier sa méthode pédagogique très directive et qui s'opposait, depuis plusieurs années, à la demande, faite là aussi à de nombreuses reprises, par le chef d'établissement, de saisir informatiquement les notes de ses élèves dans le logiciel prévu à cet effet. Le juge considère même expressément que le défaut de surveillance des élèves et le comportement irrespectueux à l'égard du chef d'établissement ne sauraient se rapporter à la liberté pédagogique. En pratique, l'obéissance hiérarchique réduit d'autant plus la liberté que les inspecteurs exigent régulièrement l'adoption par les enseignants de méthodes pédagogiques particulières. La liberté est aussi limitée par le principe de neutralité et celui de laïcité. Le Conseil d'État a ainsi rejeté en 2004, sur le fondement du principe de neutralité, la demande d'annulation d'une suspension d'un enseignant ayant tenu des propos négationnistes en estimant que ceux-ci sont relatifs au contenu de l'enseignement dispensé aux élèves et non aux opinions personnelles. Toutefois, la liberté pédagogique garantit, dans une certaine mesure, la possibilité pour un enseignant de tenir des propos politiques devant sa classe si ceux-ci visent une finalité pédagogique. Mais l'absence d'une telle finalité conduit le juge, en 2017, à sanctionner les propos politiques d'un enseignant devant sa classe. La liberté pédagogique s'exerce enfin dans le respect des choix pédagogiques de l'établissement scolaire. Depuis le décret du 30 août 1985, les collèges et lycées disposent d'une autonomie pédagogique leur permettant de faire des choix s'imposant aux enseignants en ce qui concerne la dotation en heures d'enseignement et d'accompagnement personnalisé, les modalités également de répartition des élèves ou encore les expérimentations. De plus, la loi du 23 avril 2005 a créé les conseils pédagogiques afin de favoriser l'adoption de manuels scolaires, de sujets d'examen ou d'épreuves communs à l'ensemble de l'établissement. En précisant à l'article L912-1-1 précité que le conseil pédagogique ne peut porter atteinte à la liberté pédagogique, le législateur a donc instauré un garde-feu protégeant la liberté de choix des enseignants par rapport aux décisions du conseil pédagogique. En pratique, l'articulation entre la liberté pédagogique des enseignants et le choix de l'établissement est l'objet d'une perpétuelle conciliation au sein de l'établissement scolaire. C'est tout le rôle du chef d'établissement et de son leadership. Au final, les limitations que connaît la liberté pédagogique s'expliquent par les enjeux spécifiques que rencontrent les enseignants du primaire et du secondaire. D'abord, le public scolaire est composé d'enfants en phase de développement. Ensuite, le principe d'égalité empêche la reconnaissance d'une liberté qui aboutirait à différencier l'enseignement dont bénéficient les élèves. Ce principe laisse apparaître, en toile de fond, l'objet premier de l'école auquel la liberté pédagogique ne doit pas porter atteinte: la création d'un socle commun à l'ensemble des élèves. Bien, nous allons entamer la deuxième partie de cette émission avec nos intervenants, bien sûr. Les enjeux ont été posés. Maintenant, nous avons la chance d'accueillir, peut-être pour commencer, une première question à M. Monichetti, chef d'établissement. Ce qui a été évoqué, quelle traduction ça prend à l'échelle de l'EPLE dans votre établissement? On a entendu beaucoup de choses, leadership partagé, développement professionnel, coopération, nécessité d'avoir un pilotage par un chef. Une question posée. Comment vous voyez cette dimension systémique du leadership à l'échelle de votre communauté éducative ? C'est une question qu'on se pose, je dirais, quasiment au quotidien, de savoir comment on va incarner éventuellement, éventuellement même sûrement, la personne qui va pouvoir embarquer, je dirais, les équipes. Et quand je dis les équipes, c'est même l'ensemble de la communauté éducative dans des projets, dans une vision globale de ce qu'on souhaite pour un établissement, pour un réseau. Je suis chef d'établissement en REP+, donc l'idée de réseau, elle fait encore plus sens en éducation prioritaire renforcée. Et si je prends l'exemple, par exemple,
excusez-moi, je suis redondant, mais l'auto-évaluation, la démarche d'auto-évaluation, ça permet vraiment de se questionner justement sur le positionnement qu'on a, celui qu'on souhaiterait avoir et comment on va faire que l'ensemble du collectif va arriver à collaborer, à travailler ensemble, à se poser des questions. Et ça nécessite, par exemple, je pense, d'avoir déjà une culture commune, d'avoir des valeurs communes et comme le disaient messieurs Normand et Mousse hier à la conférence, c'est vraiment ça. Je pense qu'un leader, on se pose la question d'ailleurs, qu'est-ce qu'un leader au sens étymologique en anglais, c'est quand même le guide, celui qui est devant. Donc comment on devient celui qui est devant? Comment on va embarquer les équipes? Et la question de l'auto-évaluation permet vraiment, je suis actuellement en auto-évaluation dans mon établissement, et lorsqu'il a fallu embarquer les équipes sur cette idée qu'il fallait réfléchir ensemble, qu'il fallait faire un état des lieux, faire un arrêt sur image sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on souhaite faire et ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas forcément réussi, tout en puisant justement l'énergie. Le leader, il est primordial parce que j'ai des collègues qui ont eu des expériences parfois compliquées pour convaincre. Il a fallu convaincre les équipes de réfléchir ensemble. Dans ma situation, ça n'a pas été forcément extrêmement simple, même si on a cette culture quand même de la réflexion en commun, en REP+. Et actuellement, l'idée est vraiment de proposer quelque chose ensemble. Donc le leader, il peut pas agir seul. Le chef d'établissement, c'est pas quelqu'un qui est tout seul à la barre. Il ne peut pas exister sans les équipes, sans la communauté éducative. Et quand je dis la communauté éducative, j'inclus bien entendu les élèves, des familles et les partenaires. Alors, en miroir, c'est assez intéressant. Peut-être on peut donner la parole à monsieur le directeur académique, Patrice Lemoine, puisque là, vous venez de dire, un leader, c'est un guide, il est devant. Nous ne sommes pas seuls, mais là, vous avez un Dazen qui est seul dans sa fonction, d'une certaine façon. Et comment vous repérez ce leadership de la part des collègues dans les établissements et comment, peut-être vous-même, vous entendez exercer cette forme d'autorité ? Alors, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric Wexler, le gros problème de cette affaire de leadership, c'est sa définition. Alors, à partir du moment où une chose n'est pas définie, chacun va y mettre la définition qu'il a envie d'y mettre, ou qu'il croit pouvoir y mettre, ou qu'il croit nécessaire d'y mettre. À partir de là, c'est assez difficile de prendre une position arrêtée. C'est essentiellement un point de vue lié à une culture personnelle, à un parcours, à des expériences, à des lectures, éventuellement, évidemment, à des rencontres aussi. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur le terme. Je vais plutôt vous dire comment je l'interprète dans mon quotidien et en quoi je me retrouve dans cette réflexion générale à laquelle je concours à un tout petit niveau par rapport à la fois aux universitaires, aux inspecteurs généraux, à un certain nombre de personnes qui opèrent à des niveaux différents et sur des fonctions différentes. Moi, ce que je trouve surprenant, c'est quand on regarde un enseignant. Dans sa classe, on a des enseignants qui sont capables de susciter l'adhésion avec une maestria exceptionnelle très vite et avec finalement la même formation que d'autres qui n'y parviennent pas du tout. Quand on regarde les personnels d'encadrement, que ce soit des inspecteurs, des personnels de direction, voire des personnels avec des fonctions supérieures encore, y compris nationales, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y en a qui sont capables de faire advenir des choses assez facilement, assez aisément, et d'autres, pas vraiment. On va dire ça comme ça, c'est un petit peu plus mesuré là quand on arrive sur les termes, sur les fonctions d'encadrement. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment au quotidien dans mes fonctions, c'est de questionner le développement de cette compétence, qui n'est pas que managériale, qui n'est pas que culturelle et qui n'est pas qu'expérientielle. Donc, il faut faire quoi ? Il faut faire quoi pour faire advenir cette capacité ? Donc c'est là-dessus que je travaille avec des équipes et que je travaille à chacun des niveaux. Ça m'intéresse chez les enseignants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants qu'ils ont en responsabilité les écoutent plus, les écoutent mieux, les suivent sans être les enfants qui suivent le joueur de flûte, pour ne pas tomber dans le piège que tu définissais, Frédéric, tout à l'heure, sur cette question du leadership qui serait une forme d'hyper-leader ou de leader charismatique. Ça, c'est un des pièges.
que je crois on partage tous cette crainte. Donc comment faire avec un cadre supérieur, un personnel de direction, un chef d'établissement, un principal, un proviseur? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'équation pour qu'on ne soit pas simplement sur les convictions d'une personne avec son petit parcours personnel? Et je mets des guillemets à petit, mais je le souligne quand même. Parce qu'il faut qu'on soit humble, et en même temps, il faut qu'on ouvre un certain nombre d'espaces. Nos collègues, si on s'appuie simplement sur le don, c'est comme si l'école s'appuyait elle-même uniquement sur le don. En quoi serait-elle émancipatrice ? Et nous-mêmes, dans l'encadrement des cadres, si nous ne nous appuyons que sur les dons, en quoi sommes-nous pilotes d'un système ? Nous ne sommes que gestionnaires dans ces conditions. Et pour le coup, je me demande ce qu'il faut mettre. J'entendais hier Lefmous, je m'arrêterai juste là-dessus, quand il dit « Que voulons-nous, une école démocratique ou une école finalement extrêmement efficace, centrée sur les résultats ?» Alors il a tendu, on le lui a dit hier, il a tendu très fortement les choses dans sa manière de présenter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment il se fait que certains leaders, certains chefs d'établissement, certains inspecteurs, certains directeurs académiques, certains inspecteurs généraux ont la capacité d'embarquer avec eux de manière positive, simple et respectueuse des personnes qui, non pas leur obéissent, mais soudain, peut-être pas si soudain que ça d'ailleurs, mais se réalisent eux-mêmes. Et c'est là que je trouve les choses intéressantes. J'avais noté un mode d'encadrement de l'action. En fait, il faut viser un mode d'encadrement de l'action qui permette aux uns et aux autres de se réaliser. Et comme l'a dit hier Lefmous, à partir du moment où il a parlé, il ne sait pas ce que les gens vont en faire en face de lui. Il ne sait pas comment ils vont le traduire et il ne cherche pas à le contrôler. Et là, je trouve que dans les fonctions que j'occupe, c'est une réflexion extrêmement riche. Souvent, je demande des choses, ma fonction l'exige, le ministre pose un certain nombre d'exigences, ma fonction consiste à essayer de convertir ces exigences en un mouvement de terrain. Comment on va faire pour que chacun arrive à développer ce qu'il y a à développer, mais dans une forme de liberté, dans une forme de respect des instructions, des demandes politiques, parce que nous sommes dans une démocratie, mais en même temps dans un style qui lui soit personnel et en se sentant bien à l'intérieur du système qu'il fait vivre. Merci, M. Noinebeau. Vous placez clairement le concept de leadership pédagogique et scolaire dans un espace ouvert et démocratique. Madame Wexler, il y a eu un exercice de démocratie, ça s'appelait le Grenelle de l'éducation, où ces questions ont été souvent abordées, je crois. Et notamment dans un atelier sur l'encadrement. Donc là, on n'était pas que sur les chefs d'établissement, c'était bien toutes les fonctions d'encadrement. Et le mot leadership était souvent employé. Et en essayant finalement de dépasser cette apparente opposition entre démocratie d'un côté, enfin pilotage démocratique ou objectif démocratique et objectif par les résultats, finalement, si les objectifs sont eux-mêmes démocratiques, si c'est la réduction des inégalités, si ce sont des valeurs communes, on arrive à allier, à conjuguer les deux. Pour moi, finalement, tout l'exercice que nous faisons collectivement, au sein de l'IH2EF, plus largement au sein des systèmes éducatifs et aussi bien dans l'enseignement supérieur, c'est finalement de reconsidérer ensemble les questions, comme vient de le dire Patrice Lemoine, pour être capable d'être... Alors j'aime toujours bien la métaphore de l'oxymore, utiliser la figure de style de l'oxymore, parce qu'on est en permanence dans quelque chose d'oxymorique, où on doit être l'ardente patience, effectivement la démocratie, mais en même temps l'exigence de résultats. Et ça me paraît effectivement pas opposé, puisque dans nos communautés éducatives, dans nos communautés d'établissements, dans nos réseaux d'établissements, les valeurs sont bien communes. On a parfois à stabiliser leur traduction en objectif, mais on a quand même très peu d'écart sur l'objectif d'accompagner chaque élève, de le faire réussir, et il n'y a qu'à voir la fierté d'un établissement, d'une école ou d'enseignants lorsqu'il concourt à une meilleure réussite des élèves. Donc, je rejoins ce que disait le collègue chef d'établissement tout à l'heure. Cette façon de travailler en réseau
alors ça peut être réseau d'établissement, mais toutes les formes de réseau, et de reconsidérer les questions à l'aune des valeurs me paraît vraiment primordial. Ensuite, il me paraît vraiment intéressant, et vous l'avez dit les uns les autres aussi, de considérer les enseignants comme des cadres d'emblée. Le Grenelle de l'éducation insistait sur ce point, en disant d'emblée, il faut acculturer les enseignants à cette notion de leadership. C'était dit de façon aussi explicite. Et souvent, on oublie. C'est-à-dire qu'on va considérer plus, alors je vais être un peu caricatural, les enseignants comme des exécutants d'une politique. Pas du tout. Les enseignants, ils ont d'ailleurs la liberté pédagogique. Et il faut absolument que cette liberté pédagogique, elle s'intègre dans ces valeurs communes, bien entendu, et dans le projet commun qui va être dessiné. Elle est au service, là aussi, de projets communs. Elle leur donne cette marge de manœuvre, elle leur donne cette responsabilité de cadre. Et c'est lorsqu'on considère les uns les autres dans cette dimension de leadership partagée qu'on va réussir à atteindre nos objectifs, à ne plus être dans l'opposition entre démocratie d'un côté et résultat de l'autre, qui est intéressante à poser pour qu'on y réfléchisse, mais qui, pour moi, doit être absolument dépassée. Madame Gravel, peut-être sur ce sujet-là ou ces sujets-là, dans votre environnement scolaire et de travail, là, on a un certain nombre d'interventions qui placent la question du leadership scolaire pédagogique aussi en lien avec les positionnements des professionnels, inspecteurs, enseignants, DAZEN, chefs d'établissement. Sur la coopération, le développement professionnel, est-ce que vos expériences ou vos façons de faire, comment vous les percevez dans leur capacité à repérer des rôles, permettre à des enseignants ou des dirigeants de donner l'occasion d'exercer un leadership scolaire ou éducatif? Est-ce qu'il y a des méthodes, des manières de faire? Vous êtes titulaire d'une chaire de gestion, d'éducation et nouvelle gouvernance. Sur cette partie de gouvernance, est-ce que vous avez des choses à croiser, à apporter par rapport à ces sujets? Oui, nous, au Québec, on parle beaucoup de leadership partagé avec les équipes écoles. Alors, c'est très, très, très présent et les chefs d'établissement essaient et sont formés pour essayer de décentraliser ce leadership-là. Et aussi, ce qui est important de prendre en compte, on n'en parle pas assez souvent, c'est le leadership transformationnel. Donc, c'est très important si on va arriver à mettre de l'avant de nouveaux projets, ou encore si je regarde juste au niveau de la gestion de l'implantation du numérique, c'est très important d'exercer ce leadership-là. Mais ce n'est pas donné à tous, comme ma collègue parlait tantôt. Il faut être capable de développer ces compétences-là. Ça n'arrive pas toujours. Il y a des gens qui sont plus charismatiques, qui ont plus de compétences et de facilité, tandis qu'il y en a d'autres qui doivent s'exercer à développer ce leadership-là au niveau distribué aussi. Donc, le partager, mais le distribuer, être capable de faire confiance aux membres de son équipe école. Donc, pour moi, par les recherches qui sont menées au Québec, le leadership partagé, on peut dire, c'est la grande mode. Ça fait partie des réalités qui sont vécues dans les milieux scolaires, mais aussi, il ne faut jamais laisser en compte que le leadership transformationnel, c'est important pour les leaders, surtout qu'on est de plus en plus confronté à une complexité de la société. Donc, si on veut transformer, amener de l'avant les équipes, amener de l'avant les milieux scolaires, donc il faut exercer aussi son leadership transformationnel. Peut-être une précision, quelles seraient les différences selon vous entre un leadership transformationnel et ce qu'on va appeler plus communément l'accompagnement au changement dans le cadre de gestion de projet classiquement entendu? Il y a des nuances à apporter ou des spécificités à souligner? Il n'y a pas de spécificité, c'est vraiment l'ouverture au changement, premièrement. Être capable de faire de l'auto-évaluation, être capable, nous, en tant que leader, de comprendre, est-ce que c'est une force, est-ce que c'est un défi, est-ce que j'ai besoin d'accompagnement, comme vous venez de le dire, pour exercer davantage mon leadership partagé, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, souvent, on va dire que c'est la faute des membres de notre équipe, mais pourquoi que le leader ne prend pas le temps non plus de faire de l'introspection? Ça, c'est vraiment important, de savoir quelles sont mes forces au niveau du leadership, quels sont les défis. Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus pour être capable de mobiliser les membres de mon équipe école pour les amener vers
la réussite des élèves ou encore vers un changement, une transformation de son établissement d'enseignement. Merci beaucoup. Du coup, vous interpellez d'une certaine façon directement un chef d'établissement sur ses compétences et peut-être aussi son positionnement et son activité. Est-ce que c'est pas beaucoup de pression d'ajouter à l'activité de gestion d'un établissement, d'une équipe éducative, ces compétences nouvelles, cet exercice nouveau de la coopération et de la distribution des rôles ? Je dirais que ça force à l'auto-réflexion, à vraiment se regarder dans le miroir et dire voilà ce qu'on est, ce qu'on pourrait être, ce qu'on a envie d'être et comment on y arrive, parce que forcément on a une formation initiale, une formation continue. Parfois, certains collègues ne vont plus en formation depuis pas mal de temps, donc le monde change et les choses évoluent, et il faut absolument rester dans ce courant qui fait que les choses forcément avancent, et on ne peut pas être un chef d'établissement aujourd'hui comme on l'a été il y a certainement 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc comment on arrive à faire un pas de côté à un moment donné et repérer, parce que le leadership, on en parlait tout à l'heure, il est aussi dans les salles de classe, il est aussi dans les partenariats qu'on monte, dans le cadre d'une cité éducative par exemple. C'est vraiment un moment, la démarche de cité éducative où le leadership peut s'exercer, parce qu'on a besoin de travailler là, alors c'est plus qu'en réseau, c'est en communauté très large, puisqu'on fait appel à tous les partenaires possibles et imaginables pour essayer de trouver des solutions pour favoriser l'égalité des chances, etc. Donc pouvoir incarner un leadership qui va avoir du sens, non pas seulement au niveau de l'établissement, mais aussi de l'autre côté de la rue, mais aussi au niveau quasiment politique, parce qu'en fait, on travaille avec les services de l'État, les services de la ville, etc. Donc ça nécessite forcément à un moment donné de se décentrer et de dire que là, on ne va pas avoir la casquette chef d'établissement, mais il va falloir, à un moment donné, faire venir aussi les gens qui ne viennent pas forcément dans nos établissements, mais nous aussi aller vers eux. En fait, c'est naviguer sur un bateau, mais sans savoir exactement dans quelle direction les courants vont nous mener, même si on a une idée et on a un projet quand même qui est la réussite des élèves. C'est crucial. Donc c'est vrai que ça nécessite et ça peut être déstabilisant, mais c'est ce qui est passionnant, c'est de se poser toujours les questions et de se dire bon, oui, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On voit se dessiner aussi quelques définitions un peu claires avec vos interventions. Le leadership étant une activité dans le système, mais aussi sur le système, à l'extérieur. Les partenaires, vous les avez cités. Ce ne sont pas des choses peut-être complètement nouvelles non plus en termes d'activité ou de compétences. La question s'adresse à tous finalement. Est-ce que, comme Romuald Normand le disait lors du colloque international, est-ce que vous avez rencontré vous-même des acteurs qui sont en réalité presque de parfaits leaders ou qui exercent très bien les compétences de leadership? Et puis, je vous retournerai la question à vous plus personnellement. Avez-vous repéré dans vos activités des dimensions qui ressemblent ou qui s'alignent correctement avec ces notions-là au jour le jour? Moi, ce qui me paraît intéressant dans votre question, Nicolas Ménager, c'est qu'on n'est pas leader, il ne faudrait surtout pas personnaliser et se dire qu'on a rencontré un bon leader ou que nous sommes nous-mêmes de bons leaders. On doit exercer du leadership dans certaines situations. Et ce qui est intéressant justement, et dans le Grenelle de l'éducation, cette question était apparue. Et j'ai retrouvé aussi une conférence du Conseil européen dans lequel était intervenu Bénédicte Robert, qu'on a entendu pendant le colloque notamment, et Didier Vindatich qui représentait la France, de 2013, où la France disait qu'elle était favorable à une position de leadership ou de gouvernance, où dans les groupes, dans les institutions, ça puisse être alterné. Elle parlait
de gouvernance tournante, au sens, comme ça se pratique d'ailleurs en Europe, au sens où effectivement on va piloter, on va être le leader à un moment donné sur un sujet, et puis à un autre moment on va être plutôt dans l'équipe. Et donc d'installer ces fonctions et ces missions de leadership de cette façon-là évite justement le fait de considérer qu'à un moment on aurait atteint cet idéal du leader et du leadership. Donc ça me paraît fondamental que quand on parle de leadership partagé, ce soit à la fois parce que si on est inspecteur, chef d'établissement, directeur, on soit capable de le partager avec son équipe et de distribuer, mais c'est aussi d'être capable, selon les moments, d'être dans des postures différentes. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant. Et quand on vient à l'IH2EF, ce qui est mon cas depuis plus de 20 ans maintenant, c'est très intéressant d'être à la fois dans des positions d'intervenante, dans des positions où on est dans des regards croisés, dans des positions où on va être participant, stagiaire, écoutant, et en fait de vivre l'expérience différente de cette possibilité, de cette ouverture, comme ça a été dit, des possibles que proposent les compétences de leadership partagées. Et il faut d'abord le vivre et l'appliquer de cette façon-là par le partage. Parce que sinon, on repart effectivement dans cette opposition entre démocratie d'un côté et résultat leadership. Oui, monsieur Lemoine. Ce qui me semble important, alors là je parle d'expérience personnelle, puisque c'était la fin de votre question, c'est de se demander comment on fait. Parce qu'on conceptualise, là on a dit depuis tout à l'heure qu'on peut interpréter des concepts qui ne sont pas stabilisés en tout cas pas par notre propre langue, et par un certain nombre de contributions, ça a été rappelé. Comment on fait pour faire advenir un certain nombre de transformations? On a parlé de transformation, on a beaucoup parlé de changement, on en a parlé dans les établissements, on en a parlé avec le numérique. Comment on fait pour faire advenir des compétences au leadership et pas de leaders? On est bien d'accord, peut-être que ça pourrait nous servir de fil rouge au fur et à mesure de nos échanges. Moi, je me dis, une des choses que je retiens de ma propre évolution dans ma propre expérience, avec des fonctions qui sont très très différentes, je ne veux pas les redire, ça ne présente pas un grand intérêt, c'est que si on quitte le paradigme assez illusoire du contrôle des systèmes et des personnes, parce que c'est ça la grande illusion dans l'encadrement quand on passe d'une fonction de encadrer des personnels, je parle pas de cadre de conception là, mais quand on passe d'une fonction d'enseignant ou d'autres fonctions dans le système éducatif à une fonction de cadre, que ce soit inspecteur ou chef d'établissement ou directeur d'école, parce que je mets les directeurs d'école pour ma part dans les cadres, même si institutionnellement ils ne le sont pas, et les conseillers pédagogiques avec d'ailleurs, c'est cette espèce d'illusion qu'on a dans les débuts, quand on est débutant, on croit qu'on va changer les choses avec un mot, avec une application ou avec une technique ou avec un concept. Et l'expérience montre que c'est assez illusoire. Finalement, moi je trouve qu'on allège son quotidien quand on commence à se rendre compte qu'on ne doit pas chercher à contrôler ni complètement les systèmes, ni complètement les personnes. Je dis ni complètement parce qu'il y a bien des dimensions de gestion qui nécessitent que monsieur Untel renvoie la fiche qui permet de traiter sa paye et madame Untel qui permet de traiter sa volonté de changer de poste. Ça, c'est des actes administratifs qui ne nécessitent pas un pouvoir ni discrétionnaire, ni exagéré sur les personnes. Et on n'a pas à le leur faire vivre. Ça, c'est des choses qu'on peut faire évoluer et qui nous allègent. Mais pour faire ça, d'abord, ça nous amène à vivre dans un contexte plus sincère, mais aussi plus réel. Parce que quelle vanité dans ces pouvoirs-là. Quelle vanité. Est-ce qu'on dirige qui que ce soit parce qu'on a dit ceci ou cela, qui qu'on soit dans le système, jusqu'au plus haut niveau. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on pense pour moi à un mode d'encadrement dans l'action qui fasse vraiment une grande part à la confiance et à la responsabilité des acteurs. Ça a été dit tout à l'heure, notamment par Frédéric, je le ressouligne, ça a été dit par nous tous, je crois. Nos acteurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau, ils sont rarement complètement à côté de la plaque. Et quand ils le sont, c'est qu'ils ont des problèmes personnels, des difficultés diverses et variées. Si nous nous positionnons dans une approche d'accompagnement, de soutien, d'étayage, de formation, etc., nous imprimons dans notre propre système un autre feedback, une autre réaction, un autre dialogue. Et pour le coup, oui, je crois qu'il y a des choses qui se mettent à changer. Il y a des personnes qui se disent
moi, je vais tenter ceci ou tenter cela à partir de demandes qui peuvent être de demandes très institutionnelles, mais les projections et les interprétations de négatives peuvent devenir constructives. Et c'est là que je trouve, moi, qu'il y a une réflexion intéressante à avoir sur, non pas l'art d'être leader, mais l'intégration de la notion de leadership dans sa manière de travailler. Merci beaucoup. C'est une certaine façon, Madame Gravel, je vous laisse la parole immédiatement, mais de conscientiser la complexité de l'acte éducatif et d'exercer des compétences de leadership plus que d'exercer un positionnement habituel d'autorité. Dans le fond, pour rebondir sur votre question de tantôt, et j'ai bien apprécié, Frédéric, ta réponse, parce que pour moi, le leader exceptionnel, c'est celui qui est capable d'adapter son leadership à la situation. Alors, Frédéric, quand on a parlé, effectivement, c'est d'être capable parce que il se peut qu'une telle situation nous demande d'être plus autoritaire, tandis qu'une autre situation va nous demander d'être plus empathique. Donc, c'est d'adapter son style de leadership à la situation vécue au moment présent. Moi, je pense que tantôt, ça m'a fait sourire ce que Frédéric a dit parce qu'effectivement, je trouve que la situation peut jouer beaucoup. Merci. Peut-être en synthèse, je propose, Madame Wexler, d'extraire les éléments un petit peu principaux qui ont été échangés. Beaucoup de choses ont été dites, des mots nouveaux ont été employés, des pratiques ont été présentées. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges ? Question difficile parce que tout était très riche. Et je voudrais surtout pas être caricaturale dans la synthèse. Il me semble que ce que nous avons partagé, c'est ce qu'a dit notamment Patrice en synthétisant déjà cette idée, c'est qu'on ne cherche pas à former des leaders, mais à développer des compétences de leadership qui pourront être effectivement, selon les situations, mobilisées le plus partagé possible, c'est-à-dire valoriser par la coopération, la mise en réseau, les compétences des uns et des autres, et que finalement chacun se sente la possibilité et la liberté d'exercer son leadership au service des objectifs communs qui auront été définis, au service d'un projet et de valeurs communes. Et c'est sans doute ça qui permet d'avoir cette vision à la fois ouverte. Et puis la deuxième idée, c'est celle qu'a exposée Bruno Munichetti et qui me tient tellement à cœur, de la sérendipité, c'est-à-dire qu'on monte dans un bateau, on ne sait pas forcément où on va arriver, tel Christophe Colomb, mais finalement, si on s'est armé de ces compétences, si on a développé cette capacité à saisir les opportunités, on pourra finalement même dépasser souvent l'objectif commun qu'on s'était fixé. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va retrouver, comme à chaque numéro, la présentation des ressources, la Minute Bibli, présentée par Sylvaine Paul. Sylvaine, c'est à vous. Merci Nicolas, merci à tous pour cette émission vraiment intéressante et éclairante. Permettez-moi avant tout de vous souhaiter une excellente année 2024. Je vous espère reposés et en bonne santé. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour la Minute Bibli. Voici donc, sans tarder, une sélection de ressources. Comme d'habitude, je vous présente quelques références, mais d'autres seront proposées sur la page de l'enregistrement de cette émission. Surtout que cette thématique est très fournie en ressources. Tout d'abord, allons sur la page du colloque « Enjeux et défis du leadership pédagogique et scolaire au XXIe siècle » où vous retrouverez les temps forts de ce colloque international qui s'est déroulé à l'IH2EF du 11 au 14 décembre dernier, avec notamment une sélection de ressources proposées par Romuald Normand et la sélection documentaire effectuée par ma collègue ingénieure documentaire du CRD de l'Institut. Commençons par l'organisateur principal de ce colloque, Romuald Normand, et son ouvrage « Le leadership du chef d'établissement, anti-manuel de pilotage pédagogique ». C'est un ouvrage que vous retrouverez en ligne. Il s'agit d'une synthèse issue d'articles publiés entre 2018 et 2020 sur le blog du site Innovation et Éducation Lab concernant les questions de direction scolaire et de leadership pédagogique des personnels de direction. Nous avons la chance d'avoir parmi nous France Gravel, qui est la directrice de la nouvelle collection intitulée « Gestion de l'éducation et nouvelle gouvernance » qui est publiée aux éditions JFD. Et également, comme mentionné dans l'émission, elle est membre du conseil d'administration de la nouvelle Académie des directions d'établissements scolaires et qui collabore, elle, avec l'IH2EF.
Parmi tous les ouvrages, articles et autres publications dont elle est autrice ou contributrice, je citerai Récits professionnels de direction d'établissement d'enseignement et recherche en gestion de l'éducation, un combo irréfutable aux éditions JFD. Cet ouvrage est encore à paraître à l'heure où je vous parle. Un autre ouvrage dont elle a cette fois-ci dirigé la publication et que je vous propose, écrit par Étienne Monette et Gagnon en 2023, Le bien-être des personnels de direction en France et au Québec, agir et faire agir pour surmonter les crises et changer, toujours aux éditions JFD. Et enfin, une contribution dans la revue Distances et médiation des savoirs, le numéro 39 de 2022, Importance du plan stratégique et du rôle de la gouvernance scolaire pour faciliter la transformation de l'éducation à l'ère du numérique. Sa bibliographie complète sera mise à votre disposition sur le site de l'Institut. Frédérique Wexler, que nous avons eu grand plaisir à écouter, nous conseille quant à elle la lecture de ce livre qui devrait paraître en avril prochain et qu'elle a coécrit avec Bertrand Séché. La construction de la décision en éducation, enjeux, mythes et défis, chez Berger-Levrault dans la collection Le fil du débat. On pourra enfin lire ou relire le rapport numéro 2016-055 de l'IGEN-IGAENR, les mécanismes de concertation dans les établissements publics et privés sous contrat, qui lui a été publié en 2016. Voici donc pour ces quelques incontournables sur le leadership. Vous en trouverez bien sûr beaucoup d'autres sur la page de l'émission ou sur celle du colloque que j'ai mentionné un peu plus tôt. Je vous remercie encore pour votre fidélité au Périscope et vous renouvelle mes vœux de bonne année. Je vous donne rendez-vous le 13 février pour une nouvelle édition du Périscope dans laquelle nous aborderons cette fois-ci les labellisations des établissements. D'ici là, prenez grand soin de vous. Nicolas, chers invités, je vous repasse la parole. À bientôt. Il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre participation à ce haut périscope sur le leadership scolaire et éducatif. J'en profite pour annoncer la disponibilité en replay sur notre site bien sûr de l'Institut et également sur notre chaîne YouTube. Vous dire aussi que le prochain haut périscope se tiendra le 13 février prochain et le sujet sera la labellisation au pluriel, les labellisations des EPLE. Merci et au revoir.